Alors, bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à la table ronde, la table web. Oui, bien sûr, parce que pendant ce confinement, ce virus, on va l'appeler table web. Et puis, c'est la suite de la conversation que j'avais avec Martin Lafortune, mon frère, sur la politique, les enjeux, comment ça se passe ici. Alors, avec lui, on va parler aujourd'hui de justement ce qui se passe aux États-Unis. Bonjour Martin, bien, on continue, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, alors, donc, peux-tu me raconter ou nous expliquer vraiment bien ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi les enjeux? Peux-tu nous faire un briefing? Un petit briefing là-dessus. Écoute, je vais essayer du mieux que je peux. On va y aller selon la vision de tout le monde, mais on va essayer de résumer ça en quelques mots. On a le temps. On peut. On a le temps. Ben, écoute, on a une demi-heure. On va y aller par observation. On va y aller logique aussi. C'est important de savoir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis parce que, ben, évidemment, c'est nos voisins de palier, les États-Unis. On a la plus grande frontière démilitarisée au monde. C'est les deux pays où les échanges commerciaux sont les plus importants au monde. Ça, on ne le dira jamais assez. On a beau être 35 millions au Canada, 330 millions aux États-Unis. Il reste qu'il y a énormément de produits et de services qui transigent à travers cette frontière-là. C'est la frontière la plus prolifique au monde. Alors, c'est sûr que c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. C'est intéressant et épeurant. OK, d'accord. Explique-nous. Alors, ben, évidemment, les États-Unis intéressant, mais épeurant, hein, parce que c'est vrai que inquiétant. Tout ce qu'on voit, on trouve ça étrange. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas, que toi, tu pourrais peut-être nous expliquer. Bon, d'abord, il faut savoir que les États-Unis, c'est 50 États fédérés, gouvernés par un pouvoir central à Washington, un petit peu comme au Canada. Au Canada, tu as 10 provinces, avec leur juridiction, leur champ de compétences, chapeautés par un pouvoir central qui est à Ottawa. Ils ont 50 petits gouvernements aux États-Unis. Tu as des États qui sont plus touchés comme New York ou la Californie, qui ont pris des mesures. Et la Floride. La Floride qui s'en vient, la Louisiane qui s'en vient avec le Mardi Gras qui a tout détraqué un petit peu cette machine-là. Et tu as des États qui sont... puis là, évidemment, tu as des États qui sont beaucoup moins touchés. Dans tous ces États-là, tu as des États qui sont républicains et tu en as d'autres qui sont démocrates. Alors, tu en as qui sont plus résilients et qui se contentent très bien de l'information scientifique qu'il leur est suggérée, qu'il leur est donnée, et ils agissent en conséquence. Et tu as des États qui sont moins touchés, républicains, et qui s'en foutent royalement. Et c'est ces États-là qui sont problématiques et qui font peur un peu parce que aux États-Unis, ils ne sont pas à l'abri d'une deuxième vague du virus. Parce que les États dont tu parles qui sont plus... qui veulent moins coopérer, est-ce que ce sont des États qui sont républicains ou démocrates en majorité? On va parler en majorité. On va parler des deux États qui nous intéressent. L'État de New York et l'État de la Californie, c'est deux États démocrates. Et évidemment, si tu es démocrate, tu es en guerre automatiquement avec le pouvoir central, le locataire de la petite Maison Blanche à Washington, qui lui est républicain, conservateur. Alors c'est la guerre entre le pouvoir central et elle vient de se déclarer dans les dernières heures, dans les dernières 48 heures. C'est vraiment une guerre inutile, puis totalement en dehors de la traque, étant donné la situation dans laquelle on vit. Écoute, regarde... Parce qu'il se passe quelque chose entre le gouverneur et M. Trump, hein? Et M. Trump. Alors, le gouverneur de l'État de New York... De l'État de New York, pardon, oui. Bon, voilà. Écoute, l'État de New York, les États ont des pouvoirs, ont certains pouvoirs. Et ça a été enchâssé dans la Constitution américaine. Les pères fondateurs des États-Unis ont élaboré une constitution et ils ont mis en place des mécanismes justement pour
décentraliser les pouvoirs, donner des pouvoirs aux États et donner certains plans de juridiction au pouvoir central. Quand M. Trump, dernièrement, dit quand tu es président des États-Unis, tu as tous les pouvoirs, tu as le pouvoir suprême, c'est faux. Manifestement, il n'a pas lu la Constitution américaine avant d'emménager dans la Maison-Blanche. Mais il reste quand même que Washington, le pouvoir central, a un poids politique sur les États. C'est quand même Washington qui frappe la monnaie. C'est quand même Washington qui envoie l'argent aux États. Alors, il y a comme un pas de deux entre les gouverneurs et le pouvoir central. Mais connaissant les volontés centralisateurs puis la volonté de pouvoir extrême de Donald Trump, on s'engage dans une période où on n'a vraiment pas besoin de ça. On s'engage dans un bras de fer entre le pouvoir central de Washington et les États américains. On déterre tranquillement un petit peu les amendements puis les articles de la Constitution américaine sur lesquels on s'est endormi ou sur lesquels on avait pris des acquis. Et là, on commence à gratter un petit peu la Constitution américaine pour savoir qui a le droit de ci, qui a le droit de ça. Toi, tu as le droit de ci, toi, tu n'as pas le droit de ça. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé souvent dans l'histoire des États-Unis. La dernière fois, puis on parlait d'information tout à l'heure, la meilleure arme pour ce combat-là, ce bras de fer-là entre le pouvoir central et le pouvoir des États, c'est l'information. Ou dois-je dire, aux États-Unis, la désinformation. Ben justement, parlons-en de ça. C'est sûr qu'avec la facilité qu'on a de s'informer sur toutes les plateformes possibles et imaginables, c'est pour ça que j'ai dit l'autre jour qu'il était très important d'aller s'informer aux bons endroits puis de se fier à des canaux d'information qui sont connus et reconnus. Parce que nous, au Canada, les journalistes, tous les médias, ne sont pas, on leur ferme pas, hein, on leur ferme pas la bouche, là. Non, on les laisse libres, mais Donald Trump, c'est pas du tout ça qu'il fait, là. Non, Donald Trump, il ferme la porte. D'abord, on le sait, Donald Trump utilise ses points de presse comme campagne, comme point de ralliement ou de rassemblement de campagne électorale. Ouais. Je pense que c'est du jamais vu. Je pense même que les commentateurs de CNN, de NBC, on parlera pas de Fox parce que Fox, c'est partial, on s'entend. Ils n'ont jamais vu ça, c'est du jamais vu. Un président qui ferme complètement la bouche des journalistes. Je pense que dans l'histoire américaine, c'est presque du jamais vu. La dernière fois qu'on a vu une séance de désinformation comme celle-là, c'est avec Richard Nixon pendant la guerre du Vietnam, où il y a eu l'histoire du Watergate, il y avait beaucoup de mensonges qui étaient véhiculés. Ça, c'était la dernière fois, mais on était dans un temps de guerre. Et c'était même pas une guerre sur le territoire américain. Et là, en ce moment, il y a une guerre qui se fait à l'intérieur du territoire américain, avec un ennemi invisible. Tous les citoyens américains sont concernés. Il ne s'agit pas d'une guerre à l'autre bout du monde. C'est une guerre intérieure. Alors, c'est pour ça que c'est du jamais vu. On s'enligne. Mais là, les Américains ne reçoivent pas la bonne information ou alors sont influencés par, justement, Fox, qui est une chaîne, qui est un poste de Trump, hein? Ils reçoient la mauvaise information. Puis Trump, il ment beaucoup aussi, là. Bon, ben on s'entend que, regarde, on n'a rien besoin d'écouter un petit peu les nouvelles Radio-Canada ou les nouvelles régionales dans toutes les provinces pour savoir, c'est du connu. Hein. On sait que Trump, c'est un narcissique, c'est une personne très narcissique qui croit ses propres mensonges et qui croit que les autres vont croire ses mensonges. Bon, malheureusement, c'est pas de même dans la vraie vie. Il ne vit pas sur la même planète que nous. Malheureusement, il est à la tête du pays le plus puissant du monde, militairement et économiquement. Ça aussi, c'était peurant. Mais, écoute, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on le sait que la base électorale de Trump, qui représente à peu près 30% des électorats aux États-Unis, est complètement dirigée vers le minding de Donald Trump. Donald Trump leur dirait « tirez-vous une balle dans la tête », il le ferait. Alors ça, c'est ce 30% de sa base électorale-là, elle est acquise. Et c'est à elle que Donald Trump s'adresse quand il fait ses points de presse, parce que c'est pas vraiment des points de presse, c'est des séances de désinformation. Il est en train de dire, on le voit clairement, il s'agit simplement d'écouter les points de presse qui sont interminables, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les journalistes
Ils veulent même plus y aller. Il y a de moins en moins de journalistes dans la salle de presse parce qu'ils disent, écoute, regarde, on n'a aucune information. 3 heures de lavage de cerveau, de campagne électorale. Donald Trump est en train de nous dire à nous, les correspondants à Washington, comment faire notre job en nous montrant des reportages qui sont flatteurs pour Trump, des reportages issus de Fox News. On s'entend-tu que, regarde, c'est pour ça que c'est important, la bonne information. Alors, Donald Trump utilise une information très partielle dirigée vers lui, comme c'est une personne narcissique, il aime se voir bien traité par un réseau comme Fox. Et ça, c'est très dommageable, surtout venant de la C'est ça j'allais dire, ça va. De la démocratie. C'est dangereux, là. C'est extrêmement dangereux. Puis le nerf de la guerre dans tout ça, c'est l'information. C'est vraiment l'information. Regardez, arrêtez-vous 2 secondes. On parle du coronavirus, on parle du désastre sanitaire qui s'enligne aux États-Unis ou qui sont déjà en train de vivre en ce moment. Au Canada, on est chanceux, on n'a pas encore atteint. On est débordé, mais le système de santé tient le coup, malgré tout. Alors, on regarde tout ça, mais finalement, si on le sait qu'il y a un coronavirus, si on le sait qu'il y a une catastrophe sanitaire qui s'enligne, qui se prépare aux États-Unis, comment est-ce qu'on le sait? C'est par l'information. C'est l'information qui nous a appris. Moi, je suis jamais sorti de Saint-Donat. Et j'ai su par l'information qu'il y avait une pandémie mondiale. Eh oui, t'es déjà sorti de Saint-Donat quand même. Oui, je suis sorti de Saint-Donat, mais j'ai pas été obligé de sortir de Saint-Donat pour savoir qu'il y avait une pandémie. Ouais. C'est l'information qui m'a transmis le message. Alors, le nerf de la guerre, dans tout ça, c'est l'information. Qui détient l'information détient le pouvoir. Alors, ça, c'est un principe de base en démocratie aussi. Qui détient l'information détient le pouvoir, c'est très important. Alors, si tu veux avoir le pouvoir, que tu désires, c'est tentant aussi de déformer aussi l'information. C'est tentant. Alors là, on appelle ça de la désinformation, et à partir de là, il y a un pas à franchir pour atteindre la propagande. Donc, il tient son peuple Ben, il tient son peuple par le cou, complètement comme ça. Mm-hmm. Il martèle, il essaye de marteler son peuple en diffusant des fausses informations. Malheureusement pour lui, il ne voit pas vraiment, parce que lui, il est vraiment dans sa tour d'ivoire. Il refuse d'écouter les informations qui sont contre lui. Alors, lui-même se coupe de la bonne information. Lui-même, le président des États-Unis se coupe lui-même d'une bonne information. Alors, il se rattache à une information très partielle. Mais comme je te le disais tout à l'heure, Annie, là, c'est entre la désinformation et la propagande, il y a un pas à franchir, et ce pas a été franchi. On est rendu vraiment, ces points de presse, c'est plus de la désinformation, c'est carrément de la propagande. Et son petit, on l'appelle, nous, amicalement, sympathiquement, le petit bonhomme à lunettes, M. Fauci. Monsieur Fauci, Fauci, oui. Anthony Fauci. Qui est c'est quoi? C'est un virologue, un expert. Écoute, regarde, c'est une sommité dans le domaine de l'épidémiologie. Ouais. Il a été conseiller scientifique de 4, si je ne m'abuse, de 4 présidents américains. Ouais. Bon, les dernières dates, évidemment, c'est Obama. Maintenant, il est rendu avec Trump. C'est une sommité, écoute, mondiale. Oui, mais ça marche pas bien, là. Trump, il aime pas ça quand il parle. Bon, on le sait, dans les coulisses du bureau Oval, qu'il y a des frictions entre Anthony Fauci et Donald Trump. Donald Trump, il y a quelques semaines, ça a filtré à travers les mailles. Donald Trump a dit, toi, tu te contentes à dire les chiffres, moi, je me contente à dire ce que le peuple veut entendre. T'en fais pas plus, t'en fais pas moins. Mais Anthony Fauci, quand même, a un code de déontologie, il y a un serment d'Hippocrate. Mais ça veut dire que mais Trump, il peut toujours le renvoyer de toute façon. Hein? Oui, il peut toujours le renvoyer, mais ça serait une très mauvaise stratégie pour lui, parce qu'en ce moment, la cote de popularité de M. Fauci est beaucoup plus élevée que celle de Trump. Alors, malgré tout, une très grande proportion, je pense que son taux de popularité est à 76%, Anthony Fauci. Okay. Tandis que comparativement, Trump, à côté de lui, il est à 43-44%. Alors, ça serait une très mauvaise stratégie de le mettre de côté. Il a déjà essayé. On a dit que M. Fauci ne pouvait pas être au point de presse parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Mais il y a eu une tentative de le tasser. Parce que c'est sûr que Donald Trump n'aime pas les faits.
Lui, il n'aime pas les faits. Lui, il aime ce qui l'avantage, tout simplement. Les faits, il s'en fout complètement. Il a été obligé de le rappeler au lutrin parce que les Américains sont plus confiants à la parole de Anthony Fauci que de Trump. Alors, qu'est-ce que tu dis du fait que les États-Unis savaient depuis longtemps qu'il y aurait une pandémie, qu'il pourrait y avoir une pandémie dans les années qui suivent? Là, on parle de quelques années. Obama et Mme Clinton ont passé le message à l'équipe de Trump. Il y a des lettres, des preuves, mais il s'est passé quoi? Alors, il faut comprendre que les administrations précédentes, on parle de Obama, on parle même de Bill Gates. Ben oui, Bill Gates, oui. Il y a des fausses nouvelles qui disent que Bill Gates avait prédit la pandémie. Il n'a pas prédit la pandémie. Il a dit simplement, d'un point de vue sanitaire, un pays comme les États-Unis devrait se préoccuper de son stock minimal, son stock minimal de matériel matériel médical, excuse-moi, pour éventuellement contrer une pandémie à venir où on n'est pas à l'abri d'une pandémie. On sait que les pandémies arrivent 80-100 ans. Mais qu'est-ce que tu dis du fait que les États-Unis savaient que ça s'en viendrait? Bon, alors, écoute, regarde, les signaux d'alarme étaient là. Même Barack Obama, dans son deuxième mandat, avait mis sur pied une équipe, une faction qui allait s'occuper justement, spécifiquement, du stockage de matériel médical. Et il y avait un task force sanitaire qu'Obama a mis en place pour, justement, tranquillement pas vite, se préparer à une éventualité. On ne savait pas c'était laquelle. Que ce soit une pandémie, que ce soit une guerre, que ce soit une catastrophe naturelle. Il avait mis en place ce task force-là, qui a été balayé du revers de la main par l'administration Trump, soi-disant pour faire des économies de bout de chandelle. Alors, ce task force-là, sanitaire, n'existe plus aux États-Unis, et maintenant, ben voilà, la catastrophe est arrivée, et on doit improviser. Quand je dis on parle des États-Unis. On exclut la personne qui parle, on parle d'eux autres, parce que nous, au Canada, c'est complètement autre chose. Mais aux États-Unis, Trump a tassé du revers de la main une task force qu'ils avaient besoin, justement, le timing était très mauvais. Alors, ils doivent improviser. Ils doivent improviser, et c'est exactement ce qui est arrivé. Donald Trump a improvisé. Au moment où il devait exercer son pouvoir, il ne l'a pas fait. Et maintenant, il veut exercer un pouvoir qu'il n'a pas par rapport aux États. Il est complètement, il est en dehors de la traque complètement. Là. Il n'a pas agi quand il devait, puis il agit quand il ne doit plus agir. Alors voilà ce qui se passe aux États-Unis. Puis, il ne faut pas oublier aussi une affaire, Annie, c'est qu'on parle souvent des chiffres alarmants dans l'État de New York, dans la ville de New York. Ouais. Ça, c'est des cas connus, c'est des cas testés, mais il ne faut pas oublier, compte tenu du système de santé américain et des services sociaux et de tous les services sociaux aux États-Unis, les avantages sociaux, ce qui est payé par l'employeur à l'employé. On n'est pas au Canada là-bas. On n'est pas au Canada. C'est vraiment du chacun pour soi. On survit du mieux qu'on peut. Quand tu as perdu ta job, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu n'as même plus le droit à l'assurance. En ce moment, là, ils n'ont pas de protection? Ils ont beaucoup moins de protection. C'est vraiment le pays de la liberté parce que pour les Américains, les systèmes sociaux, les systèmes sociaux, les services sociaux qu'on a au Canada, pour eux autres, c'est interprété comme du socialisme. Et le socialisme, ils fuient ça comme la peste, eux autres. Regarde, tu as le pouvoir, tu as la possibilité de faire ce que tu veux. Sky's the limit. Tu travailles, tu payes ton assurance, tu te débrouilles, le gouvernement. On n'est pas un État-providence. Tu te débrouilles. Mais c'est sûr que le coût de la vie aux États-Unis, dans les grandes villes, c'est pas la même chose qu'au Canada. Ils sont laissés pour eux-mêmes. Alors, ce que je voulais dire, Annie, c'est qu'il y a des chiffres connus et il y a des chiffres underground qui sont tout aussi importants. Si on parle de 50 000 cas dans l'État de New York, il y en a peut-être autant de cas qu'on parle pas. Ouais. C'est ça qui est épeurant, c'est ça qui est vraiment épeurant.
pour eux autres. C'est le chiffre underground que j'ai Moi, je voudrais, on va laisser ce côté-là un petit peu. On va revenir à Trudeau et Trump. Quand Trudeau, tout le monde le critiquait, tout le monde disait, bon ben, pourquoi Trudeau ne ferme pas nos frontières terrestres? Il fallait qu'il deal avec un monsieur pour pas le choquer, hein? Ça n'a pas été évident. Et voilà. C'est pour ça qu'il n'a pas fait ça du jour au lendemain, là. Il peut pas. Il a très bien fait. Il y a eu beaucoup de critiques. Pourquoi ça a pris 3 jours pour fermer les frontières? Et il y a des pourparlers. Alors, regarde, on a affaire avec quelqu'un qui est très, très, très susceptible, puis qu'on risque de froisser beaucoup, beaucoup. Ouais. C'est pas seulement ça. On a fermé la frontière avec les États-Unis, mais ça implique d'autres pays aussi qui font affaire avec le Canada, qui transigent par le Canada pour aller aux États-Unis aussi. 3 jours, ça a été très court pour jouer de la diplomatie internationale, pour faire quelque chose lourd de conséquences, fermer une frontière internationale. C'est un geste lourd de conséquences. Ça ne s'improvise pas en 3-4 heures ou en 12 heures. Yeah. 3 jours, moi je te dirais que 3 jours, ça a été très court pour Trudeau. Il a assumé, il a très bien assumé. Puis la stratégie était bonne. On ferme les frontières internationales, sauf celle des États-Unis. Les États-Unis ont apprécié ce geste-là. Puis Trump particulièrement, parce que si le premier ministre du Canada, du petit pays qui est le Canada, parce que pour Trump, le Canada, c'est un petit pays quand même, au nord, il ferme la frontière. Comment est-ce que mon électorat va voir ça? Alors, Trudeau a très bien vu... il a bien géré l'affaire, oui. Il a très bien géré l'affaire. Dans ses champs de compétences, Trudeau a bien fait. Comme je te dis, il y a peut-être eu des petits accros, mais c'est du sans précédent. Quel gouvernement n'a pas eu un petit accro, un petit accrochage? Mais sinon, règle générale, moi je te dirais qu'on est très bien géré de ce côté. Qu'est-ce que tu dis pour terminer? On va terminer avec ce sujet-là. Là, ça vient de sortir aujourd'hui. Je pense que c'est sorti ce matin, c'est officiel. Trump a décidé de ne plus donner d'argent à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi il a fait ça? Explique-nous les conséquences qu'il peut y avoir. Il ne faut pas oublier que Donald Trump est en année électorale. Hein, au mois de novembre, le 3 novembre, c'est les élections aux États-Unis. Alors, bon, on le dit tout à l'heure, tous ces points de presse, c'est pas des points de presse, c'est de la propagande électorale. On n'est pas dans les coulisses du pouvoir, on n'est pas dans les coulisses de l'échiquier de la diplomatie mondiale. Tout ce qu'on peut dire maintenant, selon les informations, selon les fils d'informations qui nous parviennent, c'est que Trump trouve que l'OMS est un petit peu trop près du pouvoir communiste chinois. Mais il a dit que c'est à cause de l'OMS, d'ailleurs, qu'il y a eu cette pandémie-là. Bon, on sait ça, c'est une autre histoire. On sait que Donald Trump a une propension très élevée à mettre la faute sur le dos de tout le monde et de se dissocier totalement de ses responsabilités. Tout ça, c'est pas nouveau. Alors, pourquoi ça aurait changé? Il faut qu'il trouve un coupable. Alors, il a dit simplement que l'OMS avait mal géré, avait trop encensé le pouvoir communiste de Beijing. Ouais. Puis, c'est vrai qu'il faut se le dire, c'est vrai que la Chine a fait beaucoup de missions, a caché les chiffres, a pensé peut-être étouffer l'affaire à temps, mais ils ont vu très rapidement que c'était pas possible. C'était pas possible, ouais. Que le virus était plus fort que le pouvoir en place. Ouais. Alors, ils n'avaient pas le choix de reconnaître que, écoute, regarde, là, on a perdu le contrôle. Et là, ils ont été obligés de diffuser l'information, mais avant ça, ils l'ont caché. On le sait. Malgré tout, l'OMS, écoute, la Chine s'est virée de bord. Ils ont construit un hôpital en 10 jours. Ouais, quelque chose, ils ont fait des prouesses technologiques incroyables. Et la Chine a été, malgré tout, malgré les lacunes que la Chine a fait, la Chine a été encensée par l'OMS. Et ça, Trump ne l'admet pas. En fait, Trump ne le tolère pas. Mais pourquoi l'OMS, l'organisation onusienne, a encensé, a flatté dans le sens du poil un gouvernement communiste qui nous cachait des informations? Si la Chine nous avait donné les bonnes informations et que l'OMS nous l'avait transmis, on aurait pu éviter ça aux États-Unis. Mais il ne faut pas oublier l'affaire, c'est que le 25 janvier, Trump félicitait sur un tweet, félicitait la Chine d'avoir bien agi. Ça, Trump, il a tendance à l'oublier. Lui, il pense, mais il l'a dit, c'est connu et reconnu. Il l'a dit.
les journalistes sont là pour tout archiver, toutes ces, Ben oui, c'est sûr. tous ces commentaires. Mhm. Mais lui, il pense vraiment, dans son petit côté narcissique, pense qu'on l'a oublié. Malheureusement, les gens des communications, les gens des informations sont là pour nous rappeler, non, c'est pas vrai. Vous avez dit ça, maintenant vous dites le contraire. Donald Trump doit absolument mettre... Il y a une faute. Donald Trump a une faute, on le sait. Hein, regarde, il a minimisé la pandémie au début, puis après ça, il a dit qu'il a été le premier leader mondial à savoir qu'il y avait une pandémie. Mais vraiment, écoute, regarde, c'est une girouette très, très, très... c'est très peu crédible, là. Écoute, regarde. Il doit absolument mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Et là, c'est sur l'Organisation mondiale de la santé. Bon. Mais bon, il faudrait qu'on reparle de ce sujet-là, parce que là, on arrive à la fin de l'émission, parce que là, il ne donnera plus, parce qu'il donnait quand même plusieurs millions de dollars à l'OMS. On parle de 400 millions de dollars par année. Ah, 400 millions quand même, c'est pas mal. C'était le principal bailleur de fonds de l'OMS. Alors, il les tient encore... il les tient par le cou, là. Il les tient par le cou. Puis ça, c'est pour montrer à sa base électorale comment les États-Unis, comment Donald Trump, me, the president, I'm so powerful. Et voilà. Eh bien, écoutez, on pourrait continuer longtemps. Merci, Martin, d'avoir accepté l'invitation de nous parler un petit peu de tout ça. Quant à nous, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là, d'avoir écouté ça. On se revoit la semaine prochaine, sûrement, pour une autre table ronde, table web. Au revoir tout le monde.